Non, ce n'est pas Hélène Sérignac. Je suis vraiment désolé, je vous présente mes excuses. Je la remplace pendant quelques semaines, histoire que nous puissions vous présenter son successeur ou sa successrice, c'est ce qu'on dit, oui, a priori. Bienvenue dans cette émission. Je sais que vous êtes très énervés parce qu'on a pris quelques semaines pour démarrer, mais ne vous inquiétez pas, on est là, bon pied, bon œil, et surtout, on est avec des gens qui vont transformer votre soirée. Je commencerai par les dames, bien évidemment. Claude Titina. Bonsoir, Heidi. Ça va? Très bien, ravie de retrouver d'abord mes camarades, de vous retrouver. Vous avez eu peur que ça ne se fasse pas, hein? Non, j'avais confiance, mais par contre, ce sont nos téléspectateurs et téléspectatrices qui vous ont qui sont agressé rassurés. dans les hypermarchés. Ne vous inquiétez pas, on est là pour réparer. Frédéric, dites-nous tout. Je me suis fait agresser dans les supermarchés. Bon, très bien. Je vous rappelle que Frédéric d'Espagne est enseignante désormais et toujours chef d'entreprise, et que Claude, oui, toujours consultante. Toujours. Oui. Ça va? Ça va. Et puis les deux mecs, qu'il en faut, évidemment, le petit nouveau, André Prosper. Pas vraiment nouveau. Ah ben non, pour cette saison. Ah, pour cette saison, mais j'ai quand même déjà utilisé ce plateau. Bien sûr, à des fins à peine avouables. En tout cas, André Prosper, agriculteur et éleveur, c'est bien ça? Oui. On va passer sur le reste des activités nocturnes. Emmanuel de Rénal, chef d'entreprise. Bon, où ce qu'il en reste? Ce qu'il en reste, oui. Parce que vous êtes d'abord un écrivain maintenant. Je suis aussi un écrivain, oui, mais bon, pas que. Bon, voilà. Très bien. Alors j'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Je vous le rappelle, je ne suis pas là pour très longtemps et je vous certifie qu'on aura de bonnes raisons de continuer cette saison et peut-être que je retrouverai ma place. Et je suis désolé, vous n'aurez pas droit à mes analyses. Par contre, j'ai gardé les plus et les moins pour la fin. Il y en aura quelques-uns. Voilà. Et un petit coucou à notre amie Karine Mousseau. Oui. Tout à fait. On embrasse. Et à Hélène. Alors, Hélène attend un heureux événement. Voilà. Peut-être que vous ne le savez pas, mais pour ceux qui étaient absents ou qui faisaient autre chose, elle attend un petit bébé. Voilà. Et puis, Karine, on l'embrasse très très fort et on pense à elle. Absolument. Alors, ce soir, on va parler que de sujets un peu sensibles. C'est pour ça que d'ailleurs que je présente, parce que c'est trop sensible. On va parler business, tout d'abord, avec la reprise du centre commercial La Batelière. Ensuite, on va un peu s'énerver, puisqu'il y a à nouveau des victimes de règlement de compte. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est ça, mais en tout cas, la liste des victimes s'allonge puisqu'on est à la 29e victime au total. Et puis, on a gardé le plus chaud pour la fin, l'eau, parce qu'il y a des gens ce soir qui sont très inquiets, puisque dans certains hôpitaux, on en arrive à laver les malades à la bouteille. C'est parti, sujet numéro 1, Batelière. Hyper Ecomax, c'est la nouvelle enseigne qui devrait briller sur la façade de l'ancien centre commercial La Batelière en 2026. Repris par le groupe antillais-guyanais Sainte-Claire, qui concentre son activité sur la distribution et le tourisme. Une annonce rafraîchissante pour les rares commerçants, encore sur place, après 5 ans de traversée du désert. Très bonne nouvelle. C'est quelque chose que les commerçants attendent depuis plus de 5 ans, parce que ça fait 5 ans l'hypermarché est fermé. C'était une survie complète, parce que beaucoup de boutiques ont fermé. Il y avait une vingtaine de boutiques, et il en reste 6 maintenant. Il y en a quand même une qui est en redressement judiciaire. Nouvelle aussi enthousiasmante pour une clientèle habituée au centre commercial. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, dans le sens où c'est resté assez trop longtemps fermé, ça aurait dû réouvrir un petit peu plus tôt. Ça fait trop longtemps. Quand vous allez ailleurs à côté, il y a tas de monde. C'est une très très bonne nouvelle parce que bon, on n'aura pas besoin de prendre la voiture pour aller faire les courses. C'est beaucoup plus facile. Dès qu'on a besoin de tout petits trucs, c'est tout prêt. On n'a pas besoin d'aller à Miquelon. C'est en septembre dernier que l'acte d'acquisition est signé entre le groupe Parfait et le groupe Sainte-Claire. Le montant reste pour l'heure confidentiel. Eric Kotzingen, président du groupe repreneur, mise sur un modèle discount avec une structure légère et de gros volumes de produits à des prix très attractifs.
Cela afin de répondre aux problématiques de vie chère. l'Hyper Ecomax et le centre commercial entier devraient rouvrir après travaux, au mieux, au premier trimestre 2026. C'est parti, on commence avec Claude Titina. Oui. Là, on ne pourra plus dire qu'il y a un monopole ou un duopole total, puisqu'il y a un petit nouveau qui arrive. Alors, il est déjà implanté en Martinique. Hein. Oui, avec les Ecomax. Il a racheté... Alors d'abord, on va le présenter un peu. D'origine chinoise, 51 ans. Guyanais, né à Cayenne, qui a fait ses études secondaires, une partie de ses études secondaires à Paris, au lycée Janson de Sailly, classe préparatoire, EDEC. On ne va pas sortir tout son CV. Non, mais si, parce que 51 ans... Jeune homme qui va vite, brillant. Il a été promis à une grande carrière à l'international. Il a été directeur financier de LVMH Parfum en Chine, quand il a intégré donc, le groupe LVMH. Et puis son père l'a appelé, il avait 30 ans, parce que sa maman avait des ennuis de santé. Il est rentré à Cayenne. Voilà. Et donc, il y a 20 ans, eh bien, il a bien travaillé, puisque ce groupe, d'abord, a une très grande partie de son chiffre d'affaires dans les voyages, dans le tourisme, et puis une autre partie, maintenant à 40-45%, donc dans la grande distribution. On va se concentrer là-dessus. Il est déjà ici avec Ecomas, il est en Guadeloupe aussi. À La Réunion, il est en pourparlers pour acheter des magasins Intermarques aussi, donc il est déjà dans l'océan Indien avec les agences de voyage. Enfin, c'est un garçon qui va vite. Et puis finalement, il s'est dit pourquoi pas une opportunité. On lui souhaite il a beaucoup de courage et puis beaucoup de succès, parce que finalement, ce centre commercial qui avait été racheté donc par le groupe Parfait, les murs, parce qu'il a racheté les murs, il a tout repris. Hein. Le centre commercial, rappelons-le, appartenait à la famille Oyoen. Donc on passe de chinois à la famille Oyoen. Taper sur les doigts. Non, mais bon, voilà. Et donc, le groupe Parfait a essayé. On pensait que l'autorité de la concurrence aurait été assez clémente pour pouvoir développer ce qu'il avait envie de faire. Ça n'a pas été le cas. L'autorité de la concurrence a proposé des conditions assez dures. Ils se sont dit qu'ils allaient peut-être pas s'en sortir. Ils ont rappelé tous ceux qui étaient à l'époque qui étaient intéressés, qui ont décliné et finalement. Le groupe Sinclair. Ce qu'on a envie de savoir, c'est ce que vous en pensez de tout ça. Écoutez, on verra. Ecomax, en Guyane, il est associé avec un groupe disons, j'allais dire, pas de seconde marque, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, Netto, qui est comme Lidl, etc. Donc, avec du discount, voilà. Ouais. Donc, il est très agressif sur la vie chère. Pendant vous savez, les auditions de la commission vie chère qu'avait mené le rapporteur Johnny Ajar, il n'avait pas été auditionné, mais tous les autres avaient parlé de lui. Oui, parce que les gens méchants disent que finalement, il ne restait plus grand monde à faire du discount. Voilà. Donc peut-être qu'il va remplacer... On verra, il va faire un hyper Ecomax, donc il y a une grande surface, et puis il va redynamiser le centre. On verra ce que ça va donner. En tout cas, les consommateurs ont tout à y gagner, a priori. Surtout les consommateurs proches. Oui, il y a la zone... Oui, il y a cette zone-là, mais pas que. Ça va un peu rétablir les choses quand même, un minimum. Peut-être que tout le monde n'est pas tout à fait content. Rappelons quand même qu'il a 90 agences de tourisme. Ah oui, c'est énorme, notamment en France. En métropole, absolument. Et non, mais c'est 51 ans, un quinquennat. J'ai l'impression qu'ils vont vous embaucher comme responsable communication. Un jeune quinquennat qui va vite. On passe à notre ami Emmanuel. Oui, mais moi, je suis ravi. Vous ne refaites pas le coup, là Non, je ne vais pas refaire le coup. Claude a dit l'essentiel. Moi, je suis content d'entendre les réactions du micro-trottoir. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Rappelons quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on brûlait des commerces alimentaires. 14 commerces alimentaires ont brûlé. 73 commerces ont été cambriolés et pillés. Et un an après, on se réjouit de voir un commerce alimentaire, un hypermarché qui revient à la vie. Moi, je trouve que le signal est magnifique. C'est important parce que j'avoue qu'on était un peu dans la désespérance de voir ce secteur qui était pointé du doigt, qui était fusillé et qui était vraiment abandonné pour beaucoup d'entre eux, de voir aujourd'hui à quelle vitesse la route s'est mise à tourner et que la population se réjouisse enfin de voir revenir au plus haut niveau un nouvel acteur. Emmanuel, désolé de vous titiller un peu, mais entre-temps, entre les feux et aujourd'hui, il y a eu quand même 2 supermarchés de plus de 1000 m² qui ont ouvert. Hein. Oui, mais combien ont fermé? Est-ce que ça compense tout ce qu'on fait? Moi, vous savez, j'habite au Diamant.
J'ai 2 commerces alimentaires où je m'approvisionnais régulièrement qui ont disparu. Oui. Je peux vous dire que quand vous habitez le Diamant, c'est compliqué. Pas par le feu. Oui, il y en a un, oui, mais 2 par le feu. Les 2 par le feu. Rivière-Salée aussi. Et Rivière-Salée aussi, pas loin. Donc on est dans une zone, le sud, où c'est compliqué pour en faire ses courses. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant aussi de noter, enfin, vous l'avez un petit peu exprimé quand vous posiez votre première question à Claude, c'est le champ concurrentiel, parce que c'est l'occasion de rappeler quand même quelques vérités. Avec le groupe Sainte-Claire, c'est un petit jusque-là qui arrive et qui va commencer à atteindre une taille significative parmi 7 concurrents. Donc vous avez 7 groupes qui opèrent sur un petit marché à Martinique. Ce n'est que 2 de moins que sur l'Hexagone. Donc on est en réalité dans un territoire extrêmement concurrentiel. Les leaders n'occupent pas une situation de monopole, ça n'est pas vrai, puisque l'écart entre les 3 premiers n'est que de 3% à peine, alors qu'en métropole, dans l'Hexagone, il est de 7%. Donc franchement, on peut se réjouir d'être dans un environnement plutôt concurrentiel. Frédéric d'Espagne n'a pas du tout la même analyse. Eh bien, cher Eddy, c'est pas très loin de la réalité. Je crois qu'on est sur de toute façon une nouvelle tendance, même dans l'Hexagone, du smart discount. Il y a quelques années, on disait leader price, donc je ne vais pas faire mes courses là-bas. Est-ce qu'on peut être un peu plus pédagogique désormais, pour nos téléspectateurs? Oui. Ce fameux... Ce smart discount, c'est-à-dire, Claude les a cités, Lidl, il faut en citer 3, Lidl, Aldi, Netto et Action. Aujourd'hui, ce sont des chaînes qui font fureur dans l'Hexagone, puisqu'on a un pouvoir d'achat qui a flambé de 22%, on a un coût de la vie qui est extrêmement important, et on était à peine à 8% il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est 14% du marché français. Quand vous êtes en France, vous voyez très bien cette flambée. Alors, et pour les gens qui nous regardent, ça, c'est du pur discount, en fait. Absolument. Ouais. Et les ménages en Martinique, il ne faut pas l'oublier, contrairement à l'Hexagone où c'est 17%, les ménages consacrent 25% de leur revenu à la consommation. Donc c'est crucial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de telles réactions. Bon. Moi, je voudrais juste parler... ma première réaction, c'est... Et Leclerc, à côté. Enfin, il y a quand même une proximité qui est hallucinante avec un autre centre commercial de grande distribution. On est bien d'accord que c'est Leclerc à côté que, en fait, n'a pas pu garder le centre commercial. Absolument. Donc, et je suis donc allée regarder mes petites notes pour voir comment ça se passe au niveau de la commission départementale d'aménagement commercial, parce que pour toutes les surfaces de 1000 m², inférieur à 1000 m², vous n'avez pas besoin d'autorisation, mais supérieur à 1000 m², vous en avez besoin. Et donc, je me suis dit, il y a nécessairement, pour une proximité entre 2 supermarchés, peut-être une distance minimale légale. Ouais. Eh bien, pas du tout. On a des cas de zones urbaines extrêmement denses, tu l'as évoqué, qui permet, ce n'est pas un frein réglementaire d'avoir 2 supermarchés côte à côte. Ce que va faire cette commission départementale, elle ne sert pas à rien, bien évidemment, c'est de regarder l'impact sur les emplois, c'est de regarder quel est l'effet sur l'aménagement des territoires. C'est encore une fois une notion avec un prisme assez subjectif, et également la protection de l'environnement, l'animation de la diversité commerciale. Mais à aucun moment on a cette sorte de, pardon du terme, sécurité concurrentielle, et par conséquent, j'en termine là, on aura, à mon avis, une concurrence, une ultra-concurrence du smart discount par rapport à la distribution classique. Ça leur fera du bien. C'est parti. André, là, on ne vous attend pas sur ce terrain-là, puisque vous êtes un éleveur, mais vous vendez votre viande aux hyper. On vend aussi aux hyper. Non, mais je crois qu'on ne va pas reprendre. Je crois que Claude a dressé un tableau total. Attendez-vous à ça à toutes les émissions. Quelqu'un qui a un talent fou. Moi, je retiendrai 2 choses. C'est un nouveau départ pour l'économie. Ça, c'est important. Voir le bonheur des gens par rapport au reportage, comment ils étaient heureux. Il y a même une dame qui a dit on a la Miquelon, alors qu'on aura un magasin tout près. Je lui souhaite bonne chance surtout, parce que, comme tu viens de l'expliquer, c'est pas évident aujourd'hui avec tous ces problèmes de vie chère. Je trouve qu'un jeune qui démarre avec cette vision de développer toute cette partie économique, et puis pour le bonheur des habitants, je crois que c'est l'essentiel qu'il faut retenir, une nouvelle marche vers l'économie de ce pays. Alors, juste une petite chose, pardon. Attention, non, Claude, attention, non, je ne... On va à la fin, non, là, parce que... Non, moi, je suis désolé. Il faut tenir le temps. Alors...
on a une actualité qui est moins souriante, bien évidemment, en lien avec ces règlements de compte multiples et divers. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est un règlement de compte, mais en tout cas, c'est un meurtre qui vient s'ajouter à une très longue liste, puisque je crois que tous les records ont été battus. On en est à 29 victimes d'élimination par des armes. On peut appeler ça comme ça aujourd'hui. Et bien évidemment, c'est l'un des sujets majeurs de préoccupation de la population martiniquaise. Reportage. Une nouvelle fois, la violence a frappé les rues. Hier soir, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie après avoir été pris pour cible. Touché par balle, il aurait tenté de fuir, faisant le tour d'un pâté de maison avant de s'effondrer. Son sang, visible sur les murs et les véhicules stationnés, témoigne de la violence de l'attaque. Les impacts de balles sont également très visibles ici et les habitants décrivent la scène comme une véritable chasse à l'homme. Selon plusieurs témoins, 2 individus à moto auraient été vus quittant les lieux. Il est à peu près 21h40 quand les Tersainville entendent plus de 5 coups de feu. Des tirs qui résonnent bien plus dans la rue de l'Ouvrier Albert. La victime faisait du vélo dans le quartier selon les témoins et aurait été repérée par 2 individus. Ces derniers auraient enfilé des cagoules de rue plus loin avant de passer à l'acte. Les agresseurs étaient semble-t-il sur une moto et roulaient à faible allure. Une habitante du quartier nous raconte. Au moment où j'ai sorti ma tête, j'ai pu voir un véhicule passer, mais sans me dire que ça pouvait être ces personnes-là, parce que le véhicule était tranquille, donc moi, j'ai pas fait gaffe. Et par la suite, quand je me suis rendue dans la rue, j'ai pu constater qu'il y avait des traces de sang dans la rue, qu'un jeune a été blessé. Un jeune blessé et qui tentait de s'enfuir. Il aurait fait le tour du pâté de maison 2 fois afin d'échapper à ses agresseurs. Ce matin, les impacts de tirs et les traces de sang sont partout et présents sur 2 autres rues. J'ai entendu plus de 5. Je ne pourrais pas déterminer parce que les coups ils étaient quand même impressionnants. Mais oui, j'ai entendu plus de 5 quand même coups de feu. On ne veut pas trop s'avancer. Déjà, que ce soit pour représailles, mais que ce soit pour nous aussi, c'est des choses qui vont vite. Donc on a l'impression, tu sais, pour plusieurs témoins vont venir raconter une scène, mais ce sont des scènes qui vont très vite. Donc, et dans la panique, on n'a pas tous les réflexes de même noter un numéro, un truc. Donc voilà quoi. Une inquiétude qui ne fait qu'augmenter depuis plusieurs mois chez les riverains, et quelle que soit la commune. Ici, les habitants décrivent ce drame comme une véritable chasse à l'homme. La victime avait été transférée au CHU, mais a succombé à ses blessures aux environs de 23h30. Ce drame porte désormais le nombre d'homicides à 28 sur notre territoire. Emmanuel, ça doit être la 27e fois qu'on vous pose la question, mais ça revient inlassablement. Je rappelle que la plupart de ces meurtres sont en lien avec le trafic de drogue. Le trafic de drogue en Martinique, c'est de l'exportation essentiellement de cocaïne pour environ 2,8 milliards d'euros. C'est catastrophique. Oui, c'est catastrophique. Je pense qu'on est victime d'un poison terrifiant qui est le trafic de drogue, le narcotrafic. On est malheureusement situé dans un environnement géographique qui fait de nous un passage formidable pour les trafiquants et qui abuse des difficultés aussi sociales qu'ils trouvent en Martinique pour amener une jeunesse désœuvrée à se livrer à ces trafics. Donc ça, c'est vraiment le grand drame du pays. Et derrière le trafic de drogue, il y a le trafic d'armes. Et il y a aussi la logique de gangs qui s'organise autour de l'utilisation des armes. Et donc la Martinique bascule dans quelque chose d'assez inquiétant. C'est vrai que les gangs armés, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, qui aujourd'hui font des règlements de compte. Certains viennent directement de Sainte-Lucie pour faire quelques coups et repartent. Et puis d'autres sont installés ici et se développent dans nos quartiers. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a 3... Quand on a posé un peu ce triste constat, on se dit tout de suite, que peut-on faire? Que doit-on faire? Alors, l'État a une responsabilité, puisque c'est son rôle régalien de maintenir l'ordre public. Et donc, il y a tout un champ d'action qui relève de l'État. Les élus, et notamment les mairies, parce que vous savez que le maire est un agent de police sur un plan juridique. Et donc, les mairies ont un rôle important à jouer, mais aussi les citoyens. J'ai envie de le rappeler parce que j'écoutais une interview du préfet récemment qui expliquait que l'omerta dans laquelle se mettent les habitants de la Martinique
est nocive. Aujourd'hui, on voit venir les armes dans des yoles sur les plages. On est témoin potentiellement de ces trafics. C'est important de dénoncer quand on sait quelque chose, quand on voit quelque chose, de dénoncer à la gendarmerie. Parce que si tout le monde ne s'y met pas, on ne va pas s'en sortir. On imagine bien que les citoyens, vu la violence, la brutalité de ces gangs, ont du mal à passer de... C'est compliqué, mais c'est un cercle vicieux. De la découverte à la délation. Hein. C'est un cercle vicieux parce qu'à se taire, on laisse rentrer le monstre chez soi. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est quand même dramatique. Et c'est vrai qu'on parlait aussi de l'État et des élus. Moi, je me souviens que quand l'État avait voulu déployer les CRS 8, il y a eu des montées de boucliers de certains de nos élus qui ont été mal inspirés à ce moment-là et qui auraient dû, à mon avis, se ranger du côté de l'État pour appuyer l'effort de maintien de l'ordre. Frédéric, on a envie d'entendre ce que vous en pensez de tout ça, parce que je crois que c'est l'un de vos domaines de prédilection. Enfin, globalement, la jeunesse, l'éducation et un peu la politique urbaine de sécurité. Oui, et je crois que sans moyens puissants financiers, on ne va pas s'en sortir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une réalité qui est celle que nous voyons même en France. Même la France n'arrive pas à résoudre ce problème. On allume n'importe quelle chaîne et on voit qu'ils sont en train de se débattre, eux aussi, tout gouvernement français plus puissant qu'une petite île comme la nôtre, avec ce sujet du narcotrafic. Et on voit qu'il y a de plus en plus un sujet... Alors, tu parlais de Sainte-Lucie, moi je peux parler de toute la Caraïbe. On a un sujet de narco-État. La Caraïbe est en train de basculer sur ce narco-étatisme. J'en veux pour preuve que Haïti est... On parle de la Martinique, en fait, c'est un lieu de transit, si je puis dire. Les petites Antilles, Saint-Vincent, avec de réexportation de la cocaïne et du trafic d'armes. Et finalement, on a Haïti qui est un véritable narco-État aujourd'hui, qui est l'épicentre régional avec des coalitions, qui contrôle des quartiers. Il n'y a plus d'État à Haïti, il contrôle tout Port-au-Prince. On a la Jamaïque qui suit juste derrière avec des gangs historiques et extrêmement puissants qui coordonnent tout cela, il faut le comprendre. On a Trinidad et Tobago ensuite qui viennent avec une sorte de duopole de super gangs, mais en troisième position. Et puis on a nos petites Antilles, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade, Barbade, vous le disiez, des groupes locaux connectés, et l'arc néerlandais, Guyane et Suriname, et la Guyane qui a renforcé son contrôle. Dans les années 80, c'était la Guyane, ce grand hub logistique. Et la Guyane ayant renforcé son contrôle, on a un report, si vous voulez, du trafic chez nous. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Europe, c'est devenu le premier débouché de la drogue, avec 60% de la cocaïne produite, puisque en fait, la production américaine a stagné. Oui, donc, alors on leur expliquer pourquoi l'Europe plutôt que les États-Unis. D'accord, Eddy. Donc en fait, on a une production de cocaïne en Amérique du Sud qui a doublé en 10 ans. La production américaine a stagné et les Américains se tournent de plus en plus vers des drogues de synthèse. Donc les cartels sud-américains ont besoin, pour pouvoir déverser leur production, de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Sans vouloir faire de corrélation trop rapide, plus il y a de la crise économique et mieux la drogue se porte. L'Europe, c'est le cas. Donc on a un véritable déversoir malheureusement sur ces régions-là. Et bien évidemment, entre l'Amérique latine et l'Europe, on a une zone qui s'appelle la Caraïbe. Et donc, la Caraïbe est en train de se constituer comme un véritable État financier dans ce contexte. Une plaque tournante. Absolument. Mon ami André. Alors, je ne serais pas totalement d'accord avec toi sur un plan financier, parce que je pense qu'il faut rendre hommage aux policiers et aux gendarmes, parce que là, maintenant, leur vie est vraiment en danger. J'en veux pour preuve simplement le nombre de fois sur les plateaux de cette chaîne ici, sur ATV, où M. Louis Berthet, où M. Thierry Bousselin interpellait les autorités, que ce soit maire, élus, services de l'État, pour dire que la gangrène s'installe, qu'il faut faire quelque chose. Personne n'a pris ça au sérieux. Et moi, je crois que là, aujourd'hui, quand je vois le combat que mènent les services de l'État, j'ai vu tu en parlais tout à l'heure dans France Antilles, l'interview de M. le Préfet, ça donne froid dans le dos. Tu viens de le dire, nous sommes sur une plaque tournante en Martinique. J'ai quelques éléments, mais j'aimerais bien les vérifier quand on me dit que certaines personnes gagnent 20 à 30 000 euros par jour en restant tranquillement chez eux.
Donc, je dois rappeler que pour trouver maintenant des jeunes pour travailler, ça n'existe plus. Hein, on va redonner le chiffre d'affaires pour la Martinique qui touche des commissions sur les transferts. Il y en a, selon toute vraisemblance, pour près de 400 millions d'euros. Bon. Faites la division. Bon, je ne vois pas les services de l'État ni au niveau politique qu'on puisse intégrer 400 millions d'euros dans la société actuelle. Donc, moi, je pense que, et là, tu as dit quelque chose de totalement de très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut que chacun prenne conscience que ce n'est pas seulement un problème de politique ou de, comment dire, des services de l'État, mais chaque Martiniquais doit être conscient. Et je sais que dans certaines communes, il y a des élus qui savent où ça se passe. Il y a les services municipaux, les policiers municipaux. On sait très bien où se trouvent les armes. Je peux même donner des noms, pas ce soir, mais on pourra le faire plus tard. Faites attention, on tient à vous. Des gens qui savent très bien où se trouvent certains malfaiteurs. Personne ne dit rien, on attend. Et c'est très grave, parce que quand on voit ce reportage, les dégâts collatéraux auraient pu être beaucoup plus graves que ce qu'on a vécu. Il y en a déjà eu. Claude, alors, vous êtes une habituée de ce plateau. Oui. Ce sujet, vous l'avez déjà traité. Oui. Je suis sûr que là, il y aura quelques innovations dans l'analyse. En fait, innovation, je ne sais pas trop, non, mais je vais essayer d'élargir un tout petit peu. Bon, déjà, pas noyer nos téléspectateurs de chiffres, mais simplement, on va comparer par rapport à Marseille. À la Martinique, là, en septembre, on a une trentaine d'homicides, enfin 28, enfin bon, 29 très précisément. 29 précisément, on va dépasser évidemment en septembre. À Marseille, on est à 45. Okay. Sauf qu'en Martinique, on est 350 000 habitants, Marseille, 875 000. Donc, on voit bien le rapport. Ça veut dire que chez nous, c'est quand même assez extrême, pour ne pas dire extrêmement inquiétant. Et d'autre part, pour élargir, on n'a pas parlé des homicides. C'est-à-dire des tentatives d'homicide. Des tentatives d'homicide, qui sont 93. Presque la centaine. Presque une centaine, voilà. Donc, et ça, c'est un peu plus large, parce qu'il y a certes, il y a des morts, certainement liés en grande partie, mais pas que, autour du trafic de drogue, mais les tentatives d'homicide, il ne faut pas oublier, hein, il y a les violences intrafamiliales, il y a des règlements de compte entre voisins, il y a des choses qui ne sont pas forcément... Là, ils ne sont pas morts, ils sont blessés. Mais bon, il y a des tentatives qu'on a pu arrêter ou autres, mais il y a un climat de violence et il y a une banalisation de cette violence. C'est-à-dire que, alors il y a sûrement des corrélations qui seront étudiées par les sociologues, mais là, il y a quand même un souci depuis quelque temps où on a parlé de basculement, mais il ne faut pas oublier qu'en plus, dans une société extrêmement où c'est difficile, où l'argent circule moins, les subventions, etc., où il y a vraiment plus de précarité, tout ça est lié. Ouais. Donc on charge la barque. J'aimerais pas qu'on ait l'impression que le narcotrafic, finalement, cache un peu, soit un gros arbre qui cache un peu une forêt assez importante. Il ne faut pas oublier quand même la situation de l'île avec des paramètres qui sont ce qu'ils sont. C'est Alain Bauer qui parlait d'homicidité, qui parlait de ce que tu viens de dire concernant violence intrafamiliale. On parle d'homicidité, ce qui concerne... Mais on n'est pas loin de rejoindre Marseille. Et cette banalisation, ce sont des jeunes. Si vous circulez à Fort-de-France, de temps en temps, c'est assez frappant. Le soir, et vous avez des types à moto qui ont une arme. L'autre jour. Oui, d'ailleurs, rappelons que sur le mois de septembre, officiellement, il y aurait 19 armes qui auraient été saisies. La plupart des pistolets automatiques. Alors, on a gardé le meilleur pour la fin, puisqu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été impactées très fortement. Pas que les gens chez eux, mais aussi en particulier des hôpitaux, des services publics, des écoles, par ces coupures, osons le mot, sauvages de l'eau publique, dans un conflit qui est celui de la SOR. Sujet et petit rappel. Il y a tous les élus, tous les maires ont fait état de leurs difficultés au sein de leur commune. Et c'est vrai que nous sommes assaillis de demandes et nous avons bien fait comprendre à la SOR qu'il était urgent en tout cas de faire en sorte que, en tout cas, cette grève se termine. Parce qu'il faut que l'économie redémarre d'une manière générale et normalisée. Il faut également que les écoles rouvrent, parce que nous avons beaucoup d'écoles qui ferment, parce qu'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de restauration scolaire, il n'y a pas de sanitaire qui fonctionne comme il faut. Donc, autant de problèmes. Nous avons, en tout cas, bien perçu à travers le discours de Fabrice Hazard, le directeur régional, qu'il était tout à fait prêt et d'accord
pour trouver une issue à cette grève. Maintenant, j'espère qu'au-delà des mots, ce sera chose faite pour ce week-end-là. Bien, alors là, c'est le sujet de la semaine, je dirais même le sujet du mois, ou des 2 derniers mois, puisque ça a commencé au mois d'août. C'est la colère dans les foyers, c'est la colère dans les assemblées, c'est la colère dans les conseils municipaux. Évidemment, vous êtes zen, hein, on est bien d'accord? Totalement. Frédéric. J'en étais sûre. Alors, non mais bon, c'est un vrai scandale, ce truc. Bon, du coup, est-ce que vous me laissez un peu contextualiser quand même? Écoutez, non, je rentre dans le vif. Comme on a de manière rigoureuse respecté le temps, vous aurez quelques minutes de plus. C'est parti. Je vous remercie, cher Eddy. Donc, simplement, historiquement, pour que les téléspectateurs comprennent, historiquement, la compétence de l'eau et de l'assainissement relevait des communes. Bon, depuis la loi NOTRe, qui date de 2015, on a un transfert de cette compétence sur les EPCI, les intercommunalités que vous connaissez tous, Cap Nord, Espace Sud et Cassel. Bon, en l'occurrence, nous parlons de Cap Nord. Qui gère l'eau. Ce n'est plus le maire qui gère l'eau. Et là, c'est l'intercommunalité qui le fait. L'intercommunalité, elle a 2 choix. Le premier choix, c'est de mettre en place une régie publique. C'est ce qu'une commune fait. Et c'est-à-dire qu'elle administre elle-même son eau avec les compétences, les agents, etc. nécessaires. Et on a de l'autre côté, c'est le choix le plus commun, le plus généralisé, la délégation de services publics. En l'occurrence, à un prestataire privé, à une société privée qui est la SOR pour Cap Nord. Donc, Cap Nord a fait ce choix. On appelle ça un fermier. Exactement. Ou bien délégation de services publics en bon français. La responsabilité finale, il faut le dire, c'est-à-dire que là, on peut tout de suite se dire que c'est la SOR qui est responsable par conséquent. Non, la SOR a ce qu'on appelle une compétence opérationnelle, c'est elle qui fait, c'est elle qui gère, c'est elle qui administre, mais en revanche, l'intercommunalité reste responsable, reste légalement responsable de l'administration de l'eau. Allons donner des noms. Là, en l'occurrence, là, c'est Nestor Azero. La Cap Nord, c'est très clairement le président, Nestor Azero, à qui il incombe une responsabilité politique. Alors, après, à M. Azero, en tant que président, de se retourner vers la SOR au vu de ces grèves, au vu de ces sabotages, au vu de tout ce qui a pu se passer, qui a généré ces coupures d'eau, pour pouvoir exiger une compensation financière, ou pour pouvoir résilier tout simplement son contrat, ou pour pouvoir trouver des solutions. Aujourd'hui, pour en venir au fait, le président souhaite que ça aille le plus vite possible. Il souhaite régler ce sujet le plus rapidement possible. Et on peut comprendre. Après 2 mois. Hein. Oui, après 2 mois. Mais il y a eu beaucoup de tractations. Et je rappelle que les agents de la SOR, lors du transfert de la SME vers la SOR, avaient eu dans ce débat beaucoup de promesses de changements de primes, d'avantages financiers, etc. Et c'est ce qu'ils exigent aujourd'hui. D'autres exigent le paiement de la grève. En tout cas, il y a véritablement beaucoup de quiproquos assez inextricables si on n'est pas dans l'affaire. Mais ce dont on est certain, c'est que M. Hazard a été dépêché pour pouvoir résoudre ce problème. Le directeur, M. Mirabeau, n'était pas présent pendant ces tractations. Et il y a eu une sorte d'urgence du président pour pouvoir le faire. Et elle est tout à fait légitime, cette urgence. Elle est bien évidemment politique, à mon humble avis. Les municipales arrivent très vite pour Sainte-Marie. Et qui dit municipal dit nécessairement un impact, et je m'en arrête là, sur la CTM. Monsieur Azero est vu comme, historiquement, politiquement, comme l'homme fort, l'homme opérationnel de sa région. Il faut absolument qu'il redore son blason. J'ai vu un petit rictus sur le visage d'André. On va lui demander des explications. Voilà quelqu'un qui a peut-être des informations moi, je rigole. Extrêmement fraîche. Moi, je rigole, non. Elle rigole. Du tout. C'est une très mauvaise nouvelle. Bon marché qui a coûté cher. Bon, alors. Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Alors, il y a eu un appel d'offres, etc. En 2024, passation de marché. Et il se trouve que c'est la SOR qui a remporté le marché. Et donc, qui a perdu? La SME. Très bien. La SME qui avait eu le marché en 2020.
Voilà. Et Frédéric l'a rappelé, le Cap Nord avait envisagé une régie, et puis quand ils se sont rendus compte ce que ça coûte et qu'ils n'ont pas le savoir-faire, etc., ils en ont quitté sa tombée. On va refaire un appel d'offres. Bon, très bien. On refait un appel d'offres. On devrait les lire, président. On refait un appel d'offres. Alors moi, je vais vous dire juste deux, trois choses, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez particulier. Donc, la technique. Il y a des techniques. La technique, c'est d'arriver, de proposer un prix extrêmement pas cher. On était en plus dans une séquence de vie chère. Un prix pas cher pour pouvoir ensuite demander à la collectivité, 2-3 ans après, un avenant. C'est un marché sur 10 ans. Il y en a pour plus de 100 millions d'euros. Oui, bien sûr. Et ce sont des avenants, comme ça, on remonte et on retombe sur nos pieds. Bon, ça, c'est une façon de faire. Et pour cela, le président de Cap Nord, les élus, parce que c'est un conseil communautaire, il y a une commission d'appel d'offres, il y a une commission de l'eau, ils ont fait appel, les élus et les administratifs font appel à un assistant maîtrise d'ouvrage, un certain monsieur BERT, B-E-R-T. Alors donc, il est là pour étudier et pour aiguiller les élus, pour dire, voilà ce que je propose. C'est du public ce que je dis, hein. Il vient au conseil communautaire, tout est consigné, tout ça. Et lui, il a conseillé la SOR. Voilà. Alors il a dit plusieurs choses. Alors moi, je vais dire juste 2-3 petites choses quand même. Je pense qu'on va découvrir des choses pas possibles. Il a quand même dit 2-3 choses, pardonnez-moi. Mais il y a quand même des choses qui peuvent un peu interpeller. Alors, il a donc dit que, ma foi, oui. Alors, la SME proposait 200 réducteurs de pression. Les réducteurs de pression, sur leur réseau qui fait 950 km de long, c'est pour éviter justement qu'il y ait des casses. Voilà, exactement. Que les tuyaux explosent. Que les tuyaux explosent. Eh ben, quand la SOR en propose 115, c'est la moitié. Ensuite, au niveau des compteurs, renouvellement des compteurs, ça coûte cher. La SME proposait quasiment tous les renouveler. Quand la SOR a dit, enfin, on a 56 000 contre 9 000, voilà, c'est vrai que c'est moins cher. Faites attention, et puis parce ça continue comme ça. Certains de nos téléspectateurs peuvent penser que vous êtes de parti pris. Non, pas du tout. J'y arrive, pas du tout. C'est du factuel, au fur et à mesure. Non, mais ça veut dire quoi, les casses? La casse, au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas d'eau, hein? Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ce sont les consommateurs qui, à un moment, payent quelque chose. Il y a eu plusieurs indicateurs comme ça, mais moi, ce que je dis, Vous êtes en train de nous dire que Cap Nord a fait une erreur? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a quand même des éléments qui auraient pu interpeller. Et je vais terminer là-dessus, si vous permettez. Tout de même, la SOR à La Réunion, ils ont une filiale qui s'appelle CISE, qui a été condamnée une première fois par un seul abonné, mais qui a été condamné à lui verser une compensation parce que la CISE de 2016 à 2022, qui est quand même responsable de la potabilité de l'eau, a produit de l'eau qui était impropre à la consommation, en clair avec des matières fécales. Et là, donc, on va se prendre très clairement un droit de réponse. Article du Monde, etc. C'est dans le Monde. Oui, bien évidemment. Alors, c'est du public. Mais donc, ce qui nous intéresse là, c'est que attendez, Claude, les particuliers qui ont souffert, bien évidemment, c'est le tour de la SOR. Quelques années plus tôt, c'est le tour de la SME. C'est quoi votre analyse de la cause première de ces coupures? Parce que les dirigeants de la SOR disent on a eu des atteintes très graves à notre outil de travail. On parle de sabotage. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais terminer juste sur ce que je disais. Il y a eu un dernier avis. Là, cette filiale de La Réunion a été condamnée à indemniser plus de 89 000 clients à La Réunion. D'accord? Là, en mai 2025, pour les raisons que j'ai indiquées. Alors j'y arrive. Vous me dites qu'est-ce qui se passe sur les casses ou qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Il y a quand même, on a promis, Frédéric l'a dit, une prime, c'est contractuel, hein, on promet une prime de 3 000 €. Après on revient, on dit ça va être 1 500, et puis après les 1 500 autres, on va voir en fonction des résultats. Déjà, il y a un os. C'est ce qui s'est passé au départ. C'est l'origine du conflit. Ensuite, ils ont discuté. Eh ben non, puisque vous nous avez promis, la Guadeloupe a dit on veut la même chose, et d'autres salariés qui n'étaient pas transférés ont dit on veut la même chose. Pour la SOR, ça génère des coûts. Ça génère aussi, il y a des cadres, parce qu'il y a des transferts, il y a des cadres de la SME, il y a des cadres qui sont retournés à la SME. La SOR a dû faire venir des cadres, une quinzaine de cadres métropolitains. Ce sont aussi des coûts. Là, ils perdent de l'argent, c'est pas si évident. Alors vous me demandez pourquoi il y a des coupures.
J'en sais rien. Non, je vous demande qu'est-ce que vous pensez de la Moi, méthode. Je pense que ce conflit qui dure depuis 9 semaines, de deux choses l'une. Soit, je vais vous dire, soit la SOR se dit, oh là là, on est rentré dans un truc. Vous savez que le directeur qui est arrivé, il a remplacé le directeur Outre-mer, à qui on a dit au revoir monsieur. Bon, pour la Réunion et pour la Martinique. Donc il arrive sur une zone difficile. Il a été en poste ici à la SMDS au début des années 2010-2013, monsieur Hazard. Et donc il se dit, soit c'est un truc terrible, on en a pour 10 ans, on va s'en aller. On préfère s'en aller, ou ils envisagent, ou ils se disent on va essayer de régler les choses, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà, on en est là. Et pour Cap-Nord, on y arrive. Pour Cap-Nord, de deux choses une. Pour les élus, eh bien, soit effectivement, ils se disent au niveau du marché, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le dénoncer, mais ça coûte. Et la SOR peut dire, ils vont le dénoncer et on va pouvoir se refaire un peu. La santé, une petite santé financière, on ne sait pas. C'est pas si évident de dénoncer un marché. Mais il y a un vrai souci. Et le souci, ce sont les abonnés. Très bien. Heureusement que j'ai gardé du temps à la fin, ne serait-ce que pour Claude. Emmanuel, il y a des trucs qui ne vont pas dans cette affaire. Comment on peut lancer une médiation et en même temps faire une transaction? Bizarre, non? Est-ce que vous connaissez l'expression créole « brûler un caille pour un rat » Ben, c'est parti. C'est ça qui est en train de se passer. Il y a une raison syndicale qui est une prime qui d'ailleurs, pour la petite histoire, est versée à l'heure où on parle. Elle est versée depuis fin août, intégralement. Bon. Et pour cette raison-là, eh bien, on sacrifie une population entière. Attention, pour être tout à fait impartial, il y a une prime qui a été versée, mais il y avait un refus de la direction de payer les jours de grève. On est bien d'accord? D'accord, mais ça se discute, mais quand on fait la grève, on sait à quoi on s'expose. La question, c'est, quand je dis brûler un caille pour un rat, c'est la disproportion entre l'objet de la négociation et les conséquences que l'on est prêt à faire payer la population. C'est ça que je veux dire. En particulier les malades d'un hôpital. Les malades, les écoles qui sont fermées. C'est un vrai scandale. Les écoles qui sont fermées, alors, bien évidemment le risque sanitaire qui est total. Les entreprises, on oublie de dire, mais il y a des milliers d'entreprises qui ne peuvent pas opérer parce qu'elles n'ont pas d'eau. Les restaurants, ça se compte par centaines, les boulangers. Enfin bref, la casse est totalement disproportionnée en regard de la cause première qui, encore une fois, à l'heure où on parle, est réglée. Donc je ne comprends pas pourquoi ce conflit perdure. Et là, moi, ça me pose un vrai problème de fond, c'est cette disproportion entre la cause et les effets. Et j'ai envie d'étendre ce problème et qu'on prenne bien conscience du malheur que les grèves dans les DSP en général et dans les services publics en particulier provoquent dans les populations. Parce qu'il y a l'eau, mais il y a les transports, il y a les déchets, il y a les communes. Moi, je pense notamment aux prêcheurs en ce moment, et ça fait longtemps que ça dure. Il y a l'éducation nationale avec le rectorat et les écoles, etc. La santé. La santé. Et là, il y a une espèce de corporatisme qui, pour préserver des intérêts ou des avantages particuliers, on n'hésite pas à sacrifier un peuple. Moi, je trouve ça, pour le coup, assez préoccupant. Et ça me pose un vrai problème. Et pour terminer mon propos, j'ai envie de rappeler que l'année dernière, on a mis notre petit pays à feu et à sang pour une raison juste, qui est la vie chère. Je veux rappeler que si la vie est chère, c'est d'abord et avant tout parce que nos services publics ne fonctionnent pas. Le premier poste de dépense d'un foyer, ça n'est pas l'alimentaire, c'est le transport. Quand vous avez des familles qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'eau, qui se trouvent obligées d'acheter des bouteilles d'eau pour pouvoir se doucher, c'est véritablement scandaleux. Et là, on pèse directement sur le pouvoir d'achat des gens et sur la dureté de la vie chère. Et là, je trouve qu'il y a une responsabilité qui doit être prise au niveau public, de nos responsables politiques, qui sont directement engagés en responsabilité sur le thème de la vie chère. Merci Emmanuel. On a gardé le meilleur pour la fin, parce que lui, quand il n'a pas d'eau, ses bêtes crèvent. C'est bien ça? Parce qu'on n'emmène plus les bœufs boire à la rivière, on est bien d'accord? André, ça, vous êtes totalement scandalisé. Et c'est un euphémisme. J'ai écouté avec attention. Je crois que... Gardez votre calme jusque-là. Non, mais j'ai écouté avec attention. Mais je crois que personne n'a condamné cette attitude. C'est
inadmissible ce qui se passe là. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Eddy. Le problème est réglé concernant les primes. Le problème maintenant, c'est les jours de grève. On pouvait très bien continuer à négocier pour les jours de grève et redonner de l'eau. Quand je dis que c'est inadmissible... Je crois que même ce problème des jours de grève est réglé. Réglé, absolument. Non, pas encore. Non, mais on a entendu le patron de la SOR ce soir sur ATV qui a dit toutes les revendications, y compris cette espèce de dédommagement ou de compensation sur les jours de grève, est accordée. Bon, ce n'est pas l'information que j'ai eue à 17h. Mais en tout cas, je crois que tous ici, on doit condamner. Il faut rappeler aussi que c'est une société privée. Le président de Cap-Nord, les maires, essaient de faire quelque chose, mais on est dans un conflit privé. Donc, il faut quand même attendez, privé, je vais vous donner quand même quelques petites infos. Oui. La SOR, c'est une filiale à 50% de la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire l'État français. C'est une information qui est quand même importante. C'est porter de l'eau à mon moulin, on pouvait régler ce problème beaucoup plus vite. Clairement. Il est inadmissible. J'ai été visiter un ami à l'hôpital du Lorrain. Quand les infirmières vous parlent des problèmes de dialyse, des personnes âgées de 80 ans qui se baignent avec une bouteille d'eau, où est la conscience martiniquaise? Est-ce qu'on peut continuer à faire souffrir un peuple? Je rappelle simplement que l'eau, c'est source de vie. J'entends pas tous les politiques à ce niveau-là. Il faudrait rapidement qu'on trouve une solution. J'ai vu qu'on a brûlé plus de 500 voitures, qu'on a brûlé des magasins. On laisse nos aînés plus de 15 jours, près de 2 mois maintenant, sans eau. Je ne vois aucun réveil de la population. Je dis que c'est inadmissible et on doit condamner ce comportement venant de Martiniquais, j'ai envie de dire, nègre contre nègre. Très bien, mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi une responsabilité, comme vous venez de le dire, des élus? Parce que j'ai le souvenir que lorsqu'il y a une commission qui s'occupait d'attribuer ou de recommander d'attribuer le marché à un tel ou à un tel, cette commission s'est retrouvée... Claude l'a dit, hein? Cette commission s'est retrouvée à l'envers du vote. Ouais. Qu'est-ce qui a pu déclencher un vote contraire aux avis de la commission de manière aussi radicale? Je n'étais pas dans l'antichambre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Claude l'a bien dit tout à l'heure. Claude l'a bien dit tout à l'heure. Passer de 200 réducteurs à 115, ça a dû avantager certains. Est-ce que notre ami de la mafia a raison quand il dit « ni en business qu'a fait » ? Ah, moi, j'y étais pas. Je ne peux pas dire que tu es ni en business, mais on peut se poser la question. On peut se poser la question. Et Claude, à mon avis, est mieux informée parce qu'elle n'a pas tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Je pense qu'elle a des informations beaucoup plus précises. Oui, j'en ai pas mal, mais moi, je trouve... Mais lâche-toi, dis-nous tout. Non, ce qu'il y a, c'est que... Non, c'est pas ça. Juste à retenir, je dis ça pour les élus, pour le futur. Il n'y a pas besoin d'avoir ChatGPT, il y a Google. Donc, quand ils arrivent en conseil communautaire ou ailleurs, quand ils ont une décision à prendre, etc., déjà, quand on leur offre un petit iPad, pas un iPad, enfin quelque chose, oui, c'était ça, on leur offre, je ne sais plus ce que c'était un iPad, enfin une tablette, voilà, une tablette codée avant le truc, ils doivent ouvrir pour avoir les informations sur l'appel d'offres. Vous savez qu'il y en a qui n'ont pas ouvert la tablette. Ils arrivent au conseil communautaire, ils ont déballé le truc. Enfin, non, mais attendez. Donc, il faut quand même aller jusqu'au bout. Mais vous pouvez faire Google, pas besoin de ChatGPT, Google. Alors, pour appuyer les propos de Claude... un tel et un tel, vous regardez qui c'est, qu'est-ce que ça fait. Ça vous donne une petite idée quand même. Donc, moi, je dis qu'il y a quand même déjà ça. Alors, bien sûr, il y a le monsieur de l'AMO, il a son mot à dire. Bon, très bien, on le suit. Il y a une affaire de coût. Bon marché qui a coûté cher. 30 secondes. Il y a une affaire de coût aussi, mais il faut aller plus loin. C'est un marché sur 10 ans et l'état des canalisations partout, et en particulier dans cette région qui est toujours délaissée, cette région du Nord, est catastrophique. Une fortune. Merci beaucoup. Et on verra plus tard. On est désolé, mais on est contraint d'arrêter cette émission, sauf qu'il y a les plus et les moins. Bon, c'est la rubrique que vous attendez. Vous nous arrêtez dans les hypermarchés, vous la voulez.
Vous la voulez surtout parce que je crois que c'est la seule chaîne qui en propose. Et on félicite l'ensemble des équipes qui contribuent à cette recherche. Et donc, je donnerai la parole à Frédéric pour les plus célèbres. On est bien d'accord qu'on essaie de tenir le temps. Je le tiendrai ce soir. J'y vais, ouais. Je voudrais parler donc on est quand même sur un territoire qui a plus que besoin de se refaire en termes d'impulsion économique et de recrutement. Donc je voudrais mettre à l'honneur ce soir une Martiniquaise qui s'appelle Karine Bernard et qui lance un événement inédit aux Antilles autour d'une solution innovante pour révolutionner le monde du recrutement. Donc cet événement sera le 16 octobre et il s'adresse aux dirigeants d'entreprise, aux décideurs ressources humaines, voilà, merci beaucoup, aux partenaires institutionnels. Il sera donc cet événement animé par Karine Bernard, qui est la dirigeante du cabinet anti-recrutement. Ça se passera donc le 16 octobre de 17h30 à 19h30 à Madiana. Et la billetterie sera ouverte sur les réseaux sociaux d'anti-recrutement. Et ça permettra cette impulsion économique parmi d'autres occasions, parmi d'autres événements. Mais celui-ci, je voulais le mettre à l'honneur ce soir. Merci Frédéric. Emmanuel. Alors, moi, c'est un coup de cœur, c'est toujours un coup de cœur dans cette émission. C'est pour ça que certaines personnes vous adorent. Ah, ben, je sais. Elles savent qu'elles n'auront pas de critique. Et c'est un coup de cœur pour quelqu'un qu'on a déjà cité sur ce plateau, c'est Jean-Michel Loutobi de la Mille Nord, justement. Et j'ai eu l'occasion, le 18 septembre dernier, de participer avec lui à une très belle opération où il avait réuni une trentaine de jeunes qu'il appelle les pépites, qui sont les jeunes de la Mille Nord qui ont été diplômés et face auxquels on a réuni une trentaine de chefs d'entreprise bénévoles. Et on a matché et on a créé des assortiments, des couples, parrain-filleul, le parrain ayant pour but d'accompagner pendant au moins 1 an régulièrement chacun de ces jeunes pour le rendre performant dans sa recherche d'emploi et l'amener à trouver un emploi. Donc moi, je trouve que la démarche est magnifique. C'était une matinée pleine d'émotions. Et j'en profite pour faire un petit coucou à mon filleul, Johanny. Et si vous cherchez un conducteur de poids lourd, eh bien là, j'ai un CV de très belle qualité à vous proposer. Merci Emmanuel. On passe la parole à celle que beaucoup de gens, clients des hypermarchés, attendent. Claude. Alors, non, moi j'ai un coup de cœur et puis juste deux petites choses pour donner un petit... Pour dire que je suis de tout cœur avec cette... Alors, Axel René, il faut voter pour elle, tout simplement. Voilà, c'est cette magnifique jeune femme qui a été Miss World Top Model, puisqu'elle avait gagné ce challenge, qui avait fait un très bon score, qui représente la Martinique à Miss Grand International. Grand s'écrit comme grande, G-R-A-N-D. Donc il faut regarder sur Instagram, sur Facebook et tout. Il faut voter pour elle, parce que plus on a de votes, plus elle va marcher. Voilà. Et puis, par rapport au premier sujet, je peux juste te dire, j'ai un petit... Je vous l'accorde. Merci. Je voudrais quand même, je suis de tout cœur avec la pharmacienne du centre commercial Batelière, qui a tenu avec ses employés. Elle a dû s'en séparer de certains, parce que moi j'y étais dans ce centre commercial et c'était vraiment, elle était en plein désespoir cette femme et vraiment je voudrais leur dire que ça y est, la lumière va arriver. Et puis je suppose que Robert Parfait et son groupe est extrêmement soulagés, ils sont très soulagés de s'être débarrassés de ce qui était très lourd pour eux. On va s'arrêter là. Ils sont sur les voitures maintenant. Voilà. On va s'arrêter là. Parole à notre ami André Prosper. Alors, moi, je ferai d'abord... c'est surtout rendre hommage lui faire plutôt un gros câlin d'affection à Karine Mousseau, qui nous manque, son charme et sa perspicacité sur le plateau. C'est vrai qu'elle dit souvent des choses qui peuvent blesser, qui font mal. Karine, tu nous manques, reviens-nous rapidement. Et puis une deuxième chose, c'est... On s'associe à cet hommage. Comment ? À ce message. Merci pour elle. Et moi, je suis, je dirais, un peu atterré, effaré, qu'on me parle d'évolution statutaire quand l'eau ne marche pas, quand ça ne va pas pour l'eau, quand ça ne va pas pour les ordures, quand ça ne va pas pour les jeunes qui ne peuvent plus partir en métropole pour leur activité sportive, pour les embouteillages. Alors, on me parle d'évolution statutaire. Quand, messieurs et mesdames les politiques, nous nous mettons autour d'une table pour faire cesser la violence, pour faire cesser tous ces manquements, traverser Trinité, Fort-de-France, il faut 2 heures maintenant, ça devient impossible. Alors,
Mettons tout ça de côté et puis voyons comment on rend la vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile pour tous ces Martiniquais qui vont finir avec des dépressions, des burn-out. La Martinique va mal et moi j'ai l'impression qu'on est dans la culture du déni en Martinique. Il y a un moment où il faut arrêter, prenons les choses en main. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Il y a un dîner demain soir à l'Élysée qui s'appelle le dîner de l'évolution institutionnelle. C'est vrai que c'est le dîner des... Bon, alors, j'ai l'autorisation de donner les miens. Ben oui. Alors, méfiez-vous des gens qui viennent vous apporter Plus ou moins? Il n'y a pas de plus. Désolé. Donc, Sinon, je vais me faire taper dessus. Les gens qui débarquent chez vous pour vous vendre des purificateurs d'air, aspirateurs à 2000 €, faut pas exagérer. C'est une nouvelle, semble-t-il, je prends mes précautions. La marque s'appelle Hyla, ça s'écrit Hyla, et beaucoup de gens disent, pas moi, je prends mes précautions, disent que c'est un nouveau système pyramidal. Bon, c'est fabriqué en Slovénie, ça ressemble beaucoup à quelque chose de bizarre. Le nouveau scandale que vous allez adorer, c'est l'arnaque au C2E. Alors, C2E, c'est des certificats d'économie d'énergie. Alors, toute la journée, il y en a en France. En fait, c'est quoi l'idée? C'est que les gens qui polluent, l'État les taxe et constitue une espèce de gros fonds pour financer des initiatives d'économie d'énergie. Donc, il y a des petits malins qui se sont dit, on va aller voir des maires. Et là, c'est très grave parce qu'un certain nombre d'élus, pas forcément des maires, semblerait que ce soit des conseillers municipaux, ont touché de l'argent pour choisir des lampes à 1 €. Jusque-là, une lampe à 1 €, ça peut moins cher. Mais il s'avère que ces lampes ne durent pas très longtemps. Et il s'avère surtout que ces lampes sont achetées en Chine à 100 € et se font rembourser à 600 € par l'État français. Donc, prochain scandale, soyez... Alors, les maires qui n'ont pas encore choisi de remplacer toutes leurs lampes par des lampes à 1 €, moi, mon conseil, c'est molly, parce que ça va... Prudence. Alors, ça ne touche pas encore la Martinique, ça touche la Guadeloupe pour l'instant. C'est un monumental scandale de corruption sur les sargasses. Il fallait s'y attendre. Mais il semblerait qu'ici, il y ait quand même des prémices, puisque, je vous le rappelle, il y a 2 rapports de la Chambre régionale des comptes. Un sur le Robert, un sur le Vauclin. Donc, les élus de ces 2 communes, faites quand même attention. Sur les fonds alloués. Sur l'utilisation des fonds et sur l'absence de marché, sur les prestations des entreprises. Alors, je finis, il y a un petit chahut à la sécurité sociale. Le directeur essaie, alors un petit coucou au directeur pour lui donner un pal, comme on dit chez nous. Il a affaire à des choses dramatiques. Je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine. Et puis, nouveau scandale à Albioma. On a déjà tiré la sonnette d'alarme. Il y a un lanceur d'alerte qui n'arrête pas de dire que tout ça est très bizarre, parce qu'il y a des pigeons par terre, il y a des animaux qui meurent. Non, c'est catastrophique. Allez voir ça sur le net. Et je voudrais d'abord remercier la totalité de l'équipe qui nous a fait confiance. Je vous avouerai que ce soir, vous avez été parfait. Dans le respect du temps. C'est génial. Merci de m'avoir rendu la vie un peu plus facile, même si c'est un job temporaire. En tout cas, merci aux équipes, merci à ATV, merci aux journalistes, reporters qui nous ont concocté les sujets. Et puis, à chacun de vous, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. À bientôt.